Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons traiter de la gestion de finances en tant qu'étudiant. Donc, comment gérer sa finance quand on est étudiant? Alors, comment, avec mon expérience personnelle, je pense que la gestion de finances doit se faire. Elle n'est pas réservée à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. J'estime que peu importe ce que tu gagnes, tu dois pouvoir adopter un plan de gestion de ton argent. Ici, je ne parle pas de gestion de biens ou de patrimoine important, mais uniquement d'argent, quoique dans une certaine mesure, c'est aussi le cas, c'est-à-dire que l'argent peut être assimilé au patrimoine. Mais uniquement, ici, je parle d'argent. Donc, le premier, quand je parle de premier, je fais référence à la gestion de patrimoine, implique une certaine mesure, dans une certaine mesure, connaissances pointues. Or, la gestion de l'argent est très basique, mais encore faut-il en avoir conscience, parce que quand je dis c'est basique, c'est facile de le... Alors, c'est réduit la gestion de l'argent à quelque chose de très simple, mais je pense que quand on parle de gestion de fortune ou de patrimoine, c'est beaucoup plus complexe que la gestion de finances ou de son argent, de finances personnelles, je précise. Je vais parler, dans ce podcast, je parle simplement de l'étape de ta vie où tu es étudiant et en plus, tu as des incomes, des revenus, peu importe qu'ils proviennent d'un travail salarié ou d'aide de tes parents. Tu dois impérativement adopter, je le redis à nouveau, une stratégie de gestion de ton argent. Et la stratégie doit s'articuler autour de 3 points. Le premier, c'est l'épargne. Le deuxième, c'est prioriser ses besoins. Et le troisième point, c'est investir son épargne. Commençons par le premier point. Donc, le premier point, c'est l'épargne, évidemment. Donc, c'est la partie du revenu non consommé. Et cette définition, c'est celle conventionnelle. Mais moi, j'irai loin pour dire que tu ne dois pas te limiter à l'idée que l'épargne, c'est le revenu non consommé ou la partie de tes revenus non consommés. Ça doit être la partie de ton revenu ou de tes revenus que tu dois obligatoirement mettre de côté. Donc, quand je dis tu dois, cela implique une certaine obligation. Et donc, c'est une cotisation assurantielle et de construction de patrimoine personnel. Et donc, en tant qu'étudiant, tu dois prendre conscience de l'importance de mettre de côté de l'argent. Tu dois épargner, peu importe ce que tu gagnes. Même si c'est 1 franc ou 1 euro. Parfois, tu vas hésiter et te demander si ce mois vaut la peine. Bien sûr que si. Durant tout le temps où j'ai été poissonnier, moi, pendant mes études, j'épargnais systématiquement 75 € par mois. Systématiquement. Quand je reçois mon salaire, qui tourne autour de 500 € en moyenne, j'ai des postes de dépenses importants que je priorise, tels que mon loyer et la nourriture. Donc, tu constitues un capital pour investissement en épargnant. Ce faisant, tu constitues indirectement ta capacité à répondre aux imprévus. Donc, c'est une prise de précaution aussi quand on épargne de l'argent. Et c'est indiscutable. Donc, tu dois obligatoirement mettre de l'argent de côté. Et pour moi, l'épargne constitue, comme je l'ai dit tantôt, une assurance contre les imprévus et t'évite d'emprunter contre des intérêts à payer. Voilà le premier point abordé. Le deuxième point, ce sont les besoins prioritaires. Les dépenses assurant un toit, le déplacement, transport en commun, comme j'ai eu à l'évoquer tout à l'heure, le téléphone mobile, pour moi, ce sont des dépenses importantes, nécessaires. Donc, mon conseil est le suivant. Ne jamais se passer des dépenses que je qualifie de prioritaires, c'est-à-dire les dépenses que j'ai eu à évoquer tout à l'heure. Et le but d'opposer les dépenses nécessaires aux dépenses non nécessaires, c'est justement de maîtriser, le but, c'est pour maîtriser tes dépenses. D'accord? Eh bien, il va falloir que tu priorises tes charges, tes dépenses par rapport aux dépenses qui ne sont pas importantes. Je n'oublie pas qu'il y a des étudiants qui doivent répondre aux besoins de leur famille. Mais je vous invite
à n'effectuer, à ne répondre à ses besoins que quand ils sont jugés importants. Sinon, vous la renvoyez cette dépense en été où vous aurez largement de temps pour travailler, pour ensuite gagner suffisamment d'argent. Et donc, les camarades ou les connaissances qui n'ont jamais pris de vos nouvelles ou qui, parce que vous êtes arrivé en Europe, pensent que vous vivez la belle vie, ne savent pas ce que vous endurez et ne demandent jamais d'après vous. Et un jour, on vous écrit, ils vous écrivent pour vous demander de l'argent. Trouvez un moyen, je vous prie, trouve un moyen, je te prie, pour lui exprimer ou pour leur exprimer doucement mais systématiquement ton refus. Le refus doit être doux mais radical. Qu'ils comprennent clairement que tu ne peux pas, mais vous ne pouvez pas, tu ne peux pas refuser à certaines personnes clés grâce à qui tu es devenu quelqu'un ou tu es là où tu es actuellement. Ça s'appelle de la reconnaissance. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Donc il faut retourner l'ascenseur quand il le faut. Et il m'est arrivé plusieurs reprises d'aider les gens qui m'avaient nourri, payer mes frais de scolarité. Je ne pouvais pas leur refuser ces aides-là, même si certaines personnes parmi elles ne me l'ont pas demandé. Donc je trouve que à un certain moment, quand tu as la possibilité de remercier ceux qui t'ont aidé, il faut pas hésiter à le faire. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut prendre conscience que tu ne peux pas le faire à n'importe quel moment. Et c'est en fonction de ta capacité. Après avoir mis de côté ce que tu es dans l'obligation comme épargne de mettre de côté, là tu peux évidemment répondre. Mais quoi qu'il en soit, dis-toi que il arrive des fois où tu n'as pas le choix d'aider certaines personnes. Attention, ne répondez que favorablement à ceux que vous pouvez qu'aider. Si ça peut attendre, il faut que ça attende. C'est la culture du non en fait. Et il faut cultiver le courage de dire non et il faut prendre du temps pour réfléchir à la façon de le dire. Le but, in fine, c'est de maîtriser vos dépenses. Il y a un troisième et dernier point, c'est l'investissement de ton épargne, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Alors, investir ton épargne va te permettre de fructifier ton argent. Épargner, c'est bien, mais l'investir, c'est encore mieux. Car tu te protèges contre un des risques de l'épargne qui est l'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Elle se traduit par l'augmentation générale des prix. Donc l'épargne en soi est aussi un investissement quand elle est rémunérée sur un support. Les taux sont généralement faibles pour absorber le choc de l'inflation. L'investissement de l'épargne est l'une des solutions, d'accord? Et il te revient d'identifier dans quoi investir. La conséquence en cas de non-investissement, c'est évitablement l'effondrement de la valeur de ton argent. Il y a une perte de valeur de ton argent. Au moment où tu l'as mis de côté, tu peux acheter par exemple 2 baguettes de pain, mais s'il y a des augmentations générales de prix, le nom scientifique qu'on donne à cela, à ce phénomène, c'est l'inflation. Et cela entraîne quoi comme conséquence? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu as la possibilité d'acheter 2 baguettes. Et s'il y a augmentation générale de prix, ce que tu as mis de côté ne peut qu'acheter une seule baguette. Et j'ai trouvé une phrase sur le site de Bloomberg, qui est un centre d'investissement et de prévoyance qui se trouve en Suisse, qui décrit parfaitement la conséquence du fait de ne pas investir son épargne. Je cite: « Laisser de l'argent sur un compte épargne ne rapportant rien peut s'avérer le plus grand risque à long terme. En effet, une inflation annuelle de 2% à peine signifie que 100 000 francs placés sur un compte non rémunérés fondront de moitié en 40 ans. » Fin de citation. Cette citation, c'est traduit l'idée que si vous mettez de l'argent de côté et que vous ne l'investissez pas, cet argent, au fur et à mesure que le temps passe, va perdre de l'argent jusqu'à ne valoir plus quasiment rien. Donc, on en déduit que si, en plus de mettre de l'argent de côté, s'il n'est pas rémunéré, l'argent va perdre de sa valeur avec le temps. Tu es perdant du fait de ne l'avoir pas investi. Ne pas investir est un risque, mais il faut prendre celui qui vaut la peine.
Et celui qui vaut la peine, c'est l'investissement. Investir, c'est un risque. Ne pas investir, c'est un risque également. Et celui qui vaut la peine d'être subi, eh bien, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est investir son épargne qui, comme risque, vaut la peine d'être subi. Et donc, quand tu investis, tu ajustes la valeur de ton épargne à l'évolution du marché. Si les prix augmentent, ton argent investi prendra de la valeur du fait de l'augmentation de la valeur des prix. Donc, résumons cette troisième étape en disant que quand tu investis ton épargne, d'une certaine manière, tu constitues ton patrimoine. Tu es en train de bâtir ton patrimoine et ça participe à la construction de ton statut social. Tu participes à l'économie, tu vas donc t'y intéresser forcément. Comment marchent les choses? Donc, tu te cultives, tu vas t'améliorer et savoir ce dans quoi tu peux ou ne peux pas investir. Ainsi, tu orientes à ton petite échelle l'économie. Et c'est en cela que je trouve que l'investissement comporte en lui des actes politiques. Et un autre point, quand tu investis ton économie, ton épargne, eh bien, tu fais des revenus, tu réalises forcément des revenus complémentaires. Il y a des retours sur investissement et ça participe à l'accroissement de ton patrimoine. C'est réconfortant de savoir que on a mis 100 € de côté et qu'après un bon bout de temps, cet argent a circulé et qu'en retour, on a les 100 €, mais pas que les 100 € augmentés de quelques euros de plus, ou de quelques centimes. Ce n'est pas rien. Donc, tu prépares tout doucement en tant qu'étudiant ta retraite, en ton autonomie, ta liberté financière. Donc, tu dois t'intéresser à l'économie, à la finance, à la fiscalité, à la gestion, quel que soit ton domaine d'études. Mon cher ami, je t'invite à mettre de l'argent de côté, à épargner donc. Je t'invite à investir ton argent. C'est très capital. Et tu dois aussi prioriser tes besoins pour effectivement maîtriser ta finance. Il faut que tu passes par ces 3 étapes qui, à mon avis, sont des étapes importantes. Ce sont des choses que je m'applique à moi-même et je les partage avec toi. Je pense que ces conseils-là seront d'une efficacité, d'une utilité pour toi aussi. Quel que soit ton niveau de revenu, il est impératif que tu mettes en place une stratégie de gestion de ton argent et commencer dès maintenant à te constituer ton patrimoine. Que tu le veuilles ou non, l'importance et l'influence d'un homme se mesure à l'aune de sa richesse. La parole de qui a plus d'effet entre le riche et le pauvre? Réponds à cette question honnêtement. Et mets-toi dès à présent à penser à comment mettre en place une stratégie pour gérer ta finance quand tu es étudiant. Ce sera tout et à la prochaine pour un nouvel épisode.